Le président Trump n'a pas pour habitude en ce moment de dire la vérité aux gens sur ce qui se passe au Moyen-Orient, ni ailleurs. Rappelez-vous, c'est le vendeur par excellence. Donc tout ce à quoi il est associé est un immense succès. Tout ce dont il parle est toujours une main gagnante, et ainsi de suite. Le problème, c'est que le reste du monde connaît la vérité. Nous ne contrôlons pas le détroit d'Ormuz. C'est l'Iran qui le contrôle. Et pour lui, c'est très difficile à admettre parce que cela signifie que nous avons perdu notre contrôle et notre influence sur le système énergétique mondial. Nous n'avons tout simplement plus le contrôle, par définition. Et si vous regardez ce que j'en suis sûr, vous allez évoquer dans quelques instants, les destructions infligées aux Saoudiens et à d'autres pays du Golfe, au niveau des infrastructures pétrolières et du raffinage, il devient très clair que l'Iran exerce un contrôle absolu. Et nous sommes malheureusement dans une position où nous ne pouvons rien y faire. Je comprends donc qu'ils ne veuillent pas l'admettre, mais malheureusement, c'est vrai. Et cela mène à la discussion sur ce qui sera ouvertement abordé lors de cette réunion à Washington avec Netanyahou. Et vous savez, avant même d'en venir à ça, je voudrais revenir sur un point que vous venez de mentionner. Ça nous ramène à quelque chose dont nous avons déjà parlé, mais qui prend une nouvelle forme. Le prix du pétrole a nettement baissé depuis la reprise des échanges lundi matin. Et c'est étrange parce que les informations publiées aujourd'hui, vous avez mentionné l'Arabie Saoudite, indiquent qu'ils ont admis que les dégâts causés par les missiles Houthis à Yanbu et dans plusieurs autres centres de retraitement du pétrole avaient mis hors service, au moins temporairement, environ 4 millions de barils par jour. Et pourtant, le prix du pétrole a baissé. À n'importe quelle autre période normale, cela aurait provoqué une flambée, parce que cela signifie que le pétrole ne pourra pas sortir. Que le détroit de Bab el-Mandeb soit ouvert ou fermé. Si vous ne pouvez pas le raffiner, vous ne pouvez rien en faire sortir. Que vous inspirent ces deux indicateurs opposés? Eh bien, on a aussi vu une autre opération de vente à découvert sur le pétrole. Les amis de Trump, à Wall Street, et beaucoup de ces gens qui font partie du grand club des milliardaires sionistes ont tous gagné beaucoup d'argent grâce à sa capacité à manipuler le marché. Je pense qu'on arrive au bout de ça. Ça va se terminer très brutalement et très mal. Mais pour l'instant, ils sont prêts à jouer le jeu, en partant du principe que d'une manière ou d'une autre, nous allons gagner, que nous allons repartir victorieux. Parce que si vous allez à Wall Street et que vous parlez aux gens qui y travaillent, ils vous disent « Oh, vous savez, sécuriser le détroit d'Ormuz, c'est un travail pour la marine et les marines. Ce n'est pas un problème. Tout va s'arranger. Il n'y a aucune preuve de cela. » Mais c'est ce qu'ils croient. C'est ce qu'ils pensent, parce que c'est ce que Washington leur dit. Et ce sont des traders, des gens qui négocient des matières premières et gagnent beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des gens qui ont porté un casque de chantier sur une plateforme de forage. Ce ne sont pas des gens qui ont déjà vu les champs pétrolifères de près, dans le golfe Persique ou ailleurs. C'est un problème courant à New York. Les gens sont assis derrière un bureau, ils sont à Wall Street. Ils regardent des données et des statistiques. Ces choses-là se manipulent facilement, mais ça ne va plus durer très longtemps. Et je pense que c'est le vrai message. Vous savez, rien ne quitte le Golfe si l'Iran ne veut pas que ça sorte. Et quand on regarde le pétrole qui en sort, c'est du pétrole iranien. Et il part en grande partie vers la Chine. C'est exactement ça. Et pour être encore plus précis, c'est même plus bas que ce que je pensais. Voici le cours en direct actuel. 78,60 $. Encore 3,95 $ de baisse, soit 4,7%. Et vous pouvez voir que, enfin, tout ça, c'est après que l'Arabie Saoudite a annoncé aujourd'hui
qu'ils aient tous ces millions de barils hors service pendant qu'ils vont essayer de réparer tout ça. Ça ne devrait tout simplement jamais arriver ici. Et ça semble clairement indiquer que quelqu'un tire les ficelles sur le plan financier, parce que sinon, ça n'a absolument aucun sens. Eh bien, il y a deux autres mythes qu'il faut faire voler en éclats. Le premier, c'est de croire que c'est le vrai prix. Le prix du pétrole déchargé d'un navire arrivé à quai avec une cargaison complète, c'est $140 le baril. Oui, ça, c'est le prix sur le papier. C'est la perception de Wall Street. Voilà pour le premier point. Le deuxième, c'est que aucun nouvel oléoduc n'est en cours d'installation, aucune nouvelle infrastructure pétrolière. Les gens disent « Oh, on est déjà en train de construire des moyens de contourner tout ça, et de nouveaux oléoducs poussent un peu partout. » Non, ce n'est pas le cas. Personne n'investit dans la région. Personne n'y mettra un centime tant que la guerre ne sera pas terminée. Allez, réveillez-vous, ouvrez les yeux. À quoi bon essayer d'installer une canalisation pétrolière parallèle où que ce soit, quand on sait que les Iraniens la découvriront et pourront la détruire en quelques secondes? À quoi bon? Il ne se passe donc absolument rien de positif. Quand la réalité finira vraiment par s'imposer, et ce sera le cas dans un avenir proche, imaginez le choc quand le baril sera à $150 ou davantage. Parce que si vous écoutez Jeff Currie et d'autres personnes qui s'y connaissent, Pilkington en est un autre exemple, ces gens travaillent depuis toujours dans le pétrole et le négoce. Ils savent ce qui se passe, ils savent où nous allons. Ce n'est pas ce que montre ce graphique en ce moment. Oui, je me demande si vous pourriez. Je voudrais suivre la piste que vous venez d'évoquer, parce que la semaine dernière, dans l'une de nos émissions, nous avons montré Jesse Waters se vanter que le président Trump avait obtenu du premier ministre irakien toutes ses infrastructures pétrolières et ses investissements américains en Irak. Ils allaient construire un oléoduc qui contournerait le détroit d'Ormuz. Il y a aussi d'autres oléoducs. Et donc, on va retirer à l'Iran tout moyen de pression. Mais je me demande si vous pourriez parler de l'aspect militaire, compte tenu des capacités que nous savons que l'Iran possède, avec tous ces missiles à courte, moyenne et longue portée dispersés dans tout le pays. Même si vous créez des problèmes, à moins que tout soit entièrement souterrain et qu'il n'y ait rien en surface, il me semble que les raffineries, elles, ne vont nulle part. Et qu'il s'agisse d'un oléoduc ou d'un navire, on peut toujours détruire tout ça avec la même facilité. N'est-ce pas exact? Oh non, c'est vrai. Mais arrêtons-nous un instant sur cette affirmation. C'est l'Irak. L'Irak est l'allié de l'Iran. Réveillez-vous. Le gouvernement irakien, combien de fois le Parlement irakien a-t-il voté pour nous chasser d'Irak? Combien de fois nous a-t-on ordonné de partir et d'emmener nos forces avec nous? Vous savez, les milices irakiennes dont on parle tout le temps, celles qui nous ont attaqués, ainsi que d'autres, à plusieurs reprises, elles sont toutes prêtes à marcher sur le Koweït et à en prendre le contrôle. Mais de quoi pense-t-il parler? Enfin, c'est totalement et absolument absurde. Les Irakiens ne feront rien, sous aucune forme, qui puisse nuire à l'Iran. À ce stade, l'Iran est leur allié pour l'éternité. Donc je ne sais pas de quoi ils parlent. Vous savez, tout le monde à Washington vit dans une bulle. Et je pense que tout le monde fume du crack. Ça n'a aucun sens. Eh bien, je suppose que ça se tient sur le plan financier, parce que vous pouvez conclure un accord toute la journée si vous le voulez. Et si cela profite à l'Irak, très bien. Mais ça ne changera pas les dynamiques internes dont vous avez parlé, celles que nous avons mises en place en renversant Saddam Hussein il y a toutes ces années avec la guerre de 2003. Mais je m'égare. Restons-en à ce dont nous parlons ici, parce que ces problèmes sont en jeu en ce moment même. Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle du camp iranien et nous n'avons rien réussi à faire pour l'empêcher. Ni les 40 jours, ni le blocus, ni le protocole d'accord,
ni ensuite ce blocus de 13 jours. Je ne sais pas, tenter une mini-offensive, comme celle qu'on a essayée. Ça n'a rien changé non plus. Maintenant, ça fait quoi? 3 ou 4 jours qu'on n'a pas frappé. Et je pense qu'on essaie de déterminer quoi faire. Bon, une chose que beaucoup de gens veulent faire, c'est revenir et finir le travail. Toutes sortes de gens disent ça et supplient Trump. J'en ai montré un ce week-end, Sid Rosenberg sur Fox News, qui suppliait littéralement Trump d'y aller à fond. C'est y compris avec une invasion terrestre, d'envahir le pays. Ça me choque. Eh bien, le président Trump a abordé cette possibilité ce matin. Je pourrais mettre hors service les centrales électriques en une journée. Toutes leurs centrales électriques disparaîtraient. Et je le leur ai fait savoir. Vous savez, dans le cadre des négociations, ils ont dit, écoutez, les gens veulent que je fasse ça. Je pense que j'obtiens presque le même résultat en le disant qu'en le faisant. Mais le problème, c'est qu'ils ne pourraient jamais. Vous savez, je pense à environ 4,21 millions de personnes sans électricité, sans pont, sans lumière. Et c'est un équilibre très très délicat. Donc je pense que nous avons une position très forte en ce moment. Ils savent que je le ferai s'ils ne concluent pas d'accord. Les ponts disparaîtront. Je dirais qu'en 2 heures, la plupart des ponts, les principaux ponts, auront tous disparu. Et les centrales électriques en une journée. Vous savez, si je peux éviter de faire ça, bastard Sekrove. Oui, il le pourrait. Je veux dire, nous en avons les moyens. Nous avons les missiles et tout le reste pour le faire. Mais les Iraniens ont déjà dit que ce serait œil pour œil. Si vous faites ça, nous frapperons aussi toutes les infrastructures là-bas. Pensez-vous que le président Trump n'en est pas conscient ou qu'il n'y croit pas? Ou bien est-ce que tout cela n'est que de la posture et qu'il ne le fera pas? C'est l'homme qui disait, vous savez, que cette guerre serait peut-être terminée en 3 ou 4 jours, que le régime iranien pourrait tout simplement s'effondrer rapidement. Et sinon, de quoi parle-t-on? De 2 semaines, 3 semaines? Ils ne peuvent pas nous tenir tête. Vous savez, je vais faire disparaître une civilisation du jour au lendemain. Enfin, voyons. Pourquoi écouter quoi que ce soit de ce que dit cet homme? Exactement. Cet homme va faire ce que Netanyahou veut qu'il fasse. Soyons francs. C'est là que nous allons. Que veut Netanyahou? Il veut que la guerre continue. Zelensky est comme les 2 doigts de la main avec Netanyahou. Ils font partie de la même cabale. Que veut Zelensky? Il veut que la guerre continue. Et pour qu'elle continue, il lui faut davantage de missiles, davantage de drones qu'il peut lancer contre les Russes. Maintenant, soyons réalistes et regardons ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. L'objectif numéro 1 de l'Iran dans cette guerre, c'était de survivre. Ils ne se font pas d'illusions. Ils n'ont jamais eu d'illusions sur leur véritable puissance et leur influence. Ils ont compris que le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se défendre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prouvé qu'ils avaient survécu. Ils réalisent qu'ils ont gagné. C'était tout l'objet du protocole d'accord que Trump a signé, puis abandonné, sans surprise, parce qu'il disait en substance « D'accord, vous obtenez ce que vous voulez, vous avez gagné, nous allons nous y conformer, nous allons le tolérer, parce que c'est dans l'intérêt de l'économie mondiale. » Eh bien ça, c'est fini. Il ne peut pas le tolérer. Alors, quel est le deuxième objectif des Iraniens? Ils doivent finir le travail. Et qu'est-ce que ça signifie pour eux? Ça signifie qu'il faut chasser les États-Unis de la région. Comment faire? Vous détruisez toutes les bases au point de les rendre irréparables. Vous rendez absolument évident que toute tentative de revenir dans cette région et de vous y réinstaller au sol est impossible. Nous ne menons pas la guerre que nous menions encore il y a quelques semaines. Donald Trump mène une action d'arrière-garde
pour tenter de préserver ce qu'il reste de notre puissance et de notre domination militaire, politique et économique. Et il n'en reste déjà plus beaucoup. Son attaque contre l'Iran a été un test décisif pour notre puissance militaire, pour notre force. Nous aurions pu l'éviter. Nous n'étions pas obligés de le faire. Ce n'était pas nécessaire. Mais Netanyahou et ses agents aux États-Unis l'ont exigé. Trump leur doit tout ce qu'il leur doit. Alors il l'a fait. Ils sont de retour. Et ils vont lui dire que la seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est la destruction totale et absolue de l'Iran. Moi, je dirais l'inverse, et je préviendrai tout le monde. S'il va effectivement de l'avant, ce ne sera pas la fin de l'Iran. Cela nous achèvera dans le Golfe. C'est absolument certain. Mais ce sera la fin d'Israël. Et je pense qu'en privé, Netanyahou s'en inquiète. Mais il ne sait pas quoi faire d'autre. Et au fond, c'est la même vérité pour l'Ukraine. Soit nous leur donnons davantage pour leur permettre de tenir encore 1 ou 2 mois, soit eux aussi disparaîtront. Et si nous leur donnons de quoi tenir encore 1 ou 2 mois, dont la moitié sera volée et finira à jamais sur des comptes bancaires privés, eux aussi seront détruits. Comme on dit, les écrits sont sur le mur. L'Ukraine est détruite. Cette nation est finie. Et soit dit en passant, l'Iran est victorieux, et un nouvel ordre va émerger au Moyen-Orient. Et je vous dirai que dans les prochains mois, il deviendra évident que ce nouvel ordre se compose de 4 États puissants: la Russie, la Chine, l'Iran et la Turquie. Je prédis que la Turquie va enfin sortir du banc de touche et démontrer qu'elle fait partie de cet axe. Et c'est la fin pour nous et la fin d'Israël dans la région. Eh bien, c'est tout à fait possible, et nous verrons comment les choses évoluent. Ce qui semble pouvoir accélérer cela, c'est que nous prenions bientôt des décisions insensées ici. Je veux souligner une chose. Gary vous montrait, je crois, il y a quelques minutes, ces images de la Maison-Blanche, où se déroule la réunion entre les 2 délégations. Je veux donc rappeler à tout le monde qu'avant le début de cette guerre, Benjamin Netanyahou est venu à Washington. Il avait des renseignements selon lesquels il avait découvert que le guide suprême, Ali Khamenei, allait se trouver à un endroit précis, un jour précis, et que le président Trump devait agir à ce moment-là. C'était le moment où il devait frapper. Maintenant, avant l'arrivée de Benjamin Netanyahou ici, nous avons un autre renseignement secret selon lequel l'Iran s'apprêterait à lancer un nouveau programme d'armes nucléaires à Pickaxe Mountain. Et en gros, il va suggérer au président Trump de frapper cet endroit. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que c'est parfaitement logique. C'est totalement conforme à tout ce dont nous avons parlé. C'est la dernière tentative désespérée de maintenir la guerre. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur ou sous la montagne de Pickaxe. Je ne sais pas ce que disent les services de renseignement. Je ne pense pas que ça ait d'importance. Je veux dire, nos services de renseignement ont signalé de façon assez constante ces dernières années qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran développait une bombe nucléaire pour l'utiliser contre qui que ce soit. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, et c'est ce qui va se passer. Encore une fois, le point essentiel, c'est que c'est ça. Trump a un vrai problème, parce que nous ne manquons pas seulement de missiles, de munitions, à guidage de précision, et ainsi de suite, qu'il s'agisse de Tomahawk, de JASSM ou de toutes sortes de ces armes sophistiquées. Nous en manquons. Nous allons racler les fonds de tiroir. Et d'ailleurs, la situation pétrolière n'est pas bonne. Ce que croit Wall Street et ce qui est réel, ce sont 2 choses complètement distinctes. Le monde réel va nous frapper très durement dans un avenir très proche, et cela aura un impact sur le marché obligataire, dont nous avons déjà parlé. Gundlach, Grossman et bien d'autres, Ray Dalio notamment, l'ont tous souligné et ont dit, vous savez, que l'Armageddon approche. Nassim Taleb l'a dit avant tout le monde. Ça arrive. C'est inévitable maintenant.
parce que Trump est en train d'achever ce qu'il reste de nous. Il le fait parce qu'il comprend qu'il mène un combat d'arrière-garde. Nous avons perdu en Iran. Nous avons perdu en Ukraine. Et quand je dis nous, je parle des États-Unis. Parce que nous avons engagé toute la crédibilité, toutes les ressources et toute la puissance des États-Unis derrière ces guerres très stupides et inutiles. Tous nos alliés sont en difficulté. Tout le monde fait faillite. Personne n'a d'argent. Il n'y aura pas de grande mobilisation de l'Europe contre la Russie. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, qui a énormément profité de notre stupidité, est la puissance montante dans le monde. De fait, c'est aujourd'hui la plus grande économie du monde en termes de parité de pouvoir d'achat. Absolument. Sans aucun doute. Alors détournons-nous de la Chine. Regardons la Russie. La Russie est dans une situation remarquable parce que les Russes ont préservé leurs ressources. Ils ont avancé avec prudence et méthode, même si je pense que ça est sur le point de changer. Et j'imagine qu'on va en parler dans une minute. Mais il faut aussi regarder l'Iran. L'Iran était censé s'être effondré plusieurs fois. Sa population était censée avoir faim, mourir et implorer la clémence plusieurs fois. Les Iraniens ne veulent plus nous parler. Personne n'appelle Trump pour demander des négociations. Lui, il les réclame désespérément. Elles n'auront pas lieu. Il n'y a qu'une seule issue pour Donald Trump et l'Iran, que nous fassions nos valises et que nous partions en douce, en pleine nuit, pour disparaître discrètement. Si nous ne le faisons pas, cela empirera pour nous. Le reste des infrastructures énergétiques mondiales sera gravement menacé. Une grande partie, dans la région du Golfe, sera détruite. Pas seulement pendant 1 an ou 2, pas pendant 3 ou 4 ans, pendant 1 décennie ou davantage. Et quand nous partirons, il est très évident de voir ce qui se passera. La seule puissance au monde qui ait la richesse, l'expertise et la capacité d'intervenir là-bas pour changer quoi que ce soit, remettre quoi que ce soit en ordre, reconstruire quoi que ce soit, c'est la Chine. Et les Turcs observent, ils voient qui gagne et qui perd. Ce n'est qu'une question de temps. Ils veulent être dans l'équipe qui gagne et ils la rejoindront. Et ce sera la fin de l'histoire. Et cette chose qu'on appelle Israël, qui est le produit de l'accord Sykes-Picot, sera en perdition. On leur posera un choix. Soit vous vivez dans le cadre régional plus large que nous définissons selon nos propres conditions, soit vous disparaissez. Vous savez, nous n'avons pas de sponsor parce qu'on déteste vous matraquer de publicité. Je n'aime pas ça. Alors, rendez-nous un peu l'appareil. Abonnez-vous, mettez un like et envoyez ça à quelqu'un qui compte pour vous.